Bonjour à tous, bienvenue donc pour pour ce webinaire sur les mécanismes douaniers qui devraient vous intéresser. Je suis Philippe Walter, donc directeur délégué aéronautique du pôle aérospatial, et je vais passer la main de suite en fait à Philippe Mali-Latapi et à Juliette Weber du pôle douane qui vont se présenter. Vous pouvez poser vos questions au fil de l'eau en utilisant le chat. Dans un moment à la fin de l'heure et demie là, pour donc adresser ces questions que je restituerai au fur et à mesure. Je vous rappelle que le webinaire est enregistré, donc vous retrouverez en fait à la fois les matériaux qui vont être présentés et la liste des questions et des réponses, etc., sur le site web du pôle. Merci beaucoup. Philippe et Juliette, c'est à vous. Très bien, merci Philippe. Donc bonjour, donc Philippe Massili-Latapi, chef du pôle action économique à la direction régionale des douanes de Toulouse. Je suis Juliette. Bonjour, Juliette Weber, donc je suis rédactrice réglementation douane au sein de ce pôle action économique. Voilà, donc l'idée aujourd'hui de cette présentation, c'est en 1h30, vous verrez, on ne pourra pas vous présenter tout ce que fait la douane et tout ce qui peut vous être utile, mais c'est déjà de vous donner un éclairage un petit peu sur ce qui existe, hein, sur ce que, voilà, voir comment on peut vous aider, notamment dans cette période, pour améliorer votre compétitivité, pour gagner du temps, pour gagner donc de l'argent au final, et voilà, pour comment vraiment optimiser votre dédouanement, même si on sait qu'à l'heure actuelle, il y a énormément et vous êtes la plupart concernés, la plupart d'entre vous passent sûrement par des RDE, des représentants en douane enregistrés qui vous déléguent votre dédouanement. Même si on passe par RDE, c'est bien quand même de savoir tout ce qui existe, comment utiliser, que ce soit les accords de libre-échange, les suspensions autonomes, les suspensions aéronautiques ou autres. Donc voilà, l'idée aujourd'hui, c'est de vous faire un petit focus sur notre organisation, voir comment les outils qu'on peut vous mettre à disposition. Donc voilà, donc le sommaire, vous verrez, ça sera en 3 parties. Donc moi, je vais vous présenter la première partie sur l'organisation mission pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne et quelles sont les principales missions de la douane, qui sont souvent assez méconnues. Juliette ensuite vous présentera les outils douaniers pour réduire vos coûts et augmenter votre compétitivité. Et ensuite, je reviendrai sur la troisième partie, sur les renseignements contraignants et le statut d'OA, voilà, pour comment sécuriser vos opérations à l'international. Donc rapidement, comme on n'a qu'une heure et demie avec les questions, je vais passer assez vite là-dessus. Donc bon, la spécificité voilà, donc les missions d'abord. La plus connue, la plus médiatisée, c'est la mission de lutte contre la fraude et les grands trafics. Bon, typiquement, c'est ce qu'on trouve dans les reportages télé, c'est l'image que les gens ont de la douane, c'est contrôle aux frontières, c'est les stupéfiants, les cigarettes, etc. Donc c'est une mission réelle, mais pas que. Mission principale aussi de la douane, hein, de sa création à l'origine, c'est la mission fiscale. Vous voyez, 13% quand même des recettes de l'État, participation au budget de l'État, de la sécurité sociale, mais également du budget européen, notamment sur les ressources propres. Et en tout, les ressources propres, ça va être les droits de douane essentiellement et les droits anti-dumping. Et on chiffre ça, donc 13% des recettes de l'État et en tout, une collecte de 85 milliards d'euros. Il faut voir que ces derniers temps aussi, en informatisant, avec tous les progrès qui ont été faits, on arrive à un coût de 39 centimes pour 100 euros récoltés par la douane. Vous voyez, avec un ratio d'une efficience quand même réelle. Et donc, enfin, ce qui nous intéressera aujourd'hui et ce qui est le rôle du pôle action économique, c'est la mission économique. Donc, toutes les déclarations en douane sont gérées par la douane, bien entendu. Grâce à ça, on a énormément d'informations. Donc, on a une bonne connaissance des flux, on conseille des entreprises. On est là, voilà, dans un contexte international compliqué, avec des rapports qui sont compliqués, des tensions géopolitiques certaines. Voilà, l'idée, c'est d'être là pour vous aider, pour fluidifier les échanges, pour qu'il y ait le moins de ralentissement possible, tout en les sécurisant. Vous connaissez le contexte terroriste, par exemple, et d'adapter vraiment nos procédures à vos besoins. Donc, c'est pour ça que vous verrez derrière, quand je vous présenterai le pôle action économique, un petit peu de quelle manière on peut vous aider à ce niveau-là. En termes de fluidité, petit aparté, à l'heure actuelle, le délai moyen en France d'immobilisation d'une déclaration en douane, c'est 2 minutes 26. Donc, ça veut dire que la majorité des déclarations en douane passent en dessous de 3 minutes. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une fluidité certaine. Hein. Et quand on parle de sécurité, j'y reviendrai sur la fin de la présentation. Je vous présenterai le statut d'opérateur économique agréé qui avait été créé justement dans ce but-là.
Donc, rapidement, l'organisation territoriale de la DGDDI, comme ça, bon, je sais que là, on est à cheval, le pôle de compétitivité auquel vous appartenez est sur 2 régions administratives, donc Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Donc, voyez, nous, sur Toulouse, on dépend de la DI de Montpellier et dans la direction régionale de Toulouse. Vous avez également une direction régionale à Bordeaux, une à Bayonne. Donc, ça, c'est l'organisation typique, 17 000 agents en France et en métropole. Vous avez la carte là qui explique un petit peu, qui vous montre notre organisation, sachant que c'est une organisation typique et qui a évolué récemment pour se caler sur la carte administrative des régions. Par exemple, la direction régionale de Toulouse auparavant était rattachée à la DI de Bordeaux, comme Toulouse, comme Midi-Pyrénées, était rattachée sur la même région administrative. Donc voilà, là on a bougé pour se caler là-dessus. Donc vous voyez, on a des directions, des DI et des directions régionales qui couvrent vraiment tout le territoire. On a également des services à compétences nationales, comme la DNRED, qui est le service de renseignement et d'enquête douanière. On a un service informatique qui est basé à Toulouse aussi, qui est chargé des statistiques du commerce extérieur et d'autres fonctions. Donc, en Occitanie, donc je suis désolé pour ceux qui sont sur Nouvelle-Aquitaine, je n'ai pas le détail, mais vous verrez après, vous avez un lien pour vous trouver. Donc, organisation typique avec une direction interrégionale qui, elle, a vocation à piloter et à gérer les fonctions support, et niveau opérationnel derrière au niveau des directions régionales, avec, pour ce qui est d'Occitanie, trois directions régionales. Donc, on a Toulouse, Montpellier et Perpignan, qui couvrent chacune en 8 départements pour Toulouse, 3 pour Montpellier, 2 pour Perpignan. Pour la Nouvelle-Aquitaine, on va avoir 3 DR également, 3 directions régionales. On va avoir Bayonne, donc pour ceux qui sont sur Pau, par exemple, ça va être la DR de Bayonne. Ceux qui sont sur Bordeaux ou dans le 47, ça sera Bordeaux. Et également la direction régionale de Poitiers, qui dépend de la direction interrégionale de Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà, comme ça, vous avez un petit focus sur notre organisation. Voilà sur le fonctionnement typique d'une direction régionale. Donc là, j'ai pris l'exemple, bien entendu, de Toulouse. Comme ça, vous avez une idée de l'organigramme et de notre mode de fonctionnement. Sachant que, comme je l'ai dit, la direction interrégionale, elle, va avoir un rôle de pilotage et de fonction support, RH, moyens, budget, etc. Et derrière, les directions régionales ont un rôle vraiment opérationnel. Donc, vous avez un directeur, 3 pôles, un pôle orientation des contrôles, qui va être vraiment sur tout le volet lutte contre la fraude, un secrétariat général qui, lui, se fait le relais de l'ADI sur toutes les fonctions support RH, et le pôle action économique. Et derrière, vous avez des divisions qui vont avoir une compétence hiérarchique sur les bureaux et sur les brigades des douanes. Et donc, le pôle action économique, donc c'est le pôle que je dirige ici. J'y reviendrai par la suite. Petite particularité qui mérite d'être vue ici. Donc, vous voyez que sur l'ADR de Toulouse, nous avons 8 bureaux de douane, sachant que le dédouanement à l'heure actuelle est essentiellement concentré sur Blagnac, sur le bureau de Blagnac, qui est également un centre d'expertise, qui est une particularité qui a été mise en place il y a quelques années avec un service des grands comptes qui gère les grands opérateurs et la création de 4 centres d'expertise par filière. Donc, on en a un à Lyon qui va être sur la chimie, par exemple, un à Rouen qui va être sur le secteur automobile, Nantes sur le luxe et la grande distribution, et Toulouse qui va être spécialisé sur tout ce qui est aéronautique, matériel militaire et spatial. Donc, en gros, 90% de tout ce qui est dédouané dans ces secteurs-là se fait à Toulouse, au centre d'expertise, qui est un bureau de douane qui est monté maintenant autour de 60 agents, donc qui est un gros pôle et qui gère quasiment, qui doit être à 95% du dédouanement pour l'ADR de Toulouse et de l'ordre de 85% du dédouanement sur la direction interrégionale d'Occitanie. Voilà, tout est quand même bien concentré. Pour le reste des bureaux, c'est vraiment du dédouanement résiduel sur des particuliers ou autres. Voilà, donc c'était quelque chose qui sûrement vous intéresse, parce que la plupart d'entre vous, j'imagine, dédouanent sur Montpellier, sur Blagnac, ce qui permet d'avoir des interlocuteurs uniques et des interlocuteurs spécialisés sur des secteurs quand même de pointe, avec des réglementations vraiment très spécifiques aussi, et souvent assez compliquées. Donc les pôles action économique, c'est voilà, quelque chose qui est relativement nouveau pour la douane, à l'échelle de la douane, où on avait cette image quand même plus répressive et plus de collecte de taxes. Voilà, on est là en fait pour vous aider, pour vous conseiller. Donc, on a une cellule conseil aux entreprises qui, elle, est un petit peu le point d'entrée pour la douane pour vous, qui peut vous recevoir, qui est à votre écoute, qui répond par mail, par téléphone, rendez-vous personnalisé ici à la direction ou dans les entreprises.
voilà, qui va faire un petit bilan un petit peu de votre activité, de voir, et qui, à l'issue de cela, va vous proposer les procédures les plus adaptées à vos schémas logistiques, à vos volontés d'exporter, d'importation, voir vraiment ce qui sera le mieux pour vous pour optimiser vraiment votre dédouanement, comme on dit en introduction, pour gagner du temps et gagner derrière effectivement de l'argent. On a également un pôle réglementaire auquel appartient Juliette, donc, qui est spécialisé, donc avec un pôle douane et un pôle, avec 3 pôles, pardon, un pôle douane. Donc ça, c'est Juliette, on vous en parlera tout à l'heure, elle détaillera un petit peu quelques mesures. Un pôle contribution indirecte qui va être tabac, alcool, viticulture. Et un pôle fiscalité énergétique, notamment, qui va gérer tout ce qu'on appelle les TIC, les taxes intérieures de consommation, donc sur le gaz, électricité, et on gère également tous les remboursements à ce niveau-là. Derrière, un service régional d'audit, là aussi j'y reviendrai à la fin, qui fait des audits pour le statut d'OA, d'opérateur économique agréé, avec 2 personnes. Donc voilà, là vous avez le mail et on vous redonnera toutes les coordonnées derrière. Donc c'est vraiment le point d'entrée. Je vous conseille dans un premier temps de vous contacter par mail, comme ça nous permet de voir. Derrière, nous, on va faire le lien avec tous les services en interministériel avec lesquels on travaille au niveau régional, également avec notre direction régionale, notre direction générale, pardon, quand c'est des questions assez pointues, assez techniques, donc s'il y a besoin d'un arbitrage au niveau de notre DG, donc c'est nous qui faisons le lien à ce niveau-là. Et également le lien avec nos attachés douaniers. On a un réseau de 21 attachés douaniers dans différents pays. Donc pour passer sur les principaux, on a la Chine, on a la Russie, États-Unis, on a Bangkok, on a Allemagne, Angleterre, etc. Donc voilà, ça aussi, pensez-y. Si des fois vous rencontrez des difficultés dans ces pays-là, en matière de dédouanement, en matière de compréhension des règles douanières, ces attachés douaniers sont là pour vous aider. N'hésitez pas à nous solliciter, nous on fera le relais. Et bien souvent, en passant par eux, ça permet de débloquer des situations ou tout au moins vraiment de comprendre quel est le problème, parce que souvent on a des incompréhensions par rapport à ces réglementations-là. Donc ça, je vous en parlais tout à l'heure, voilà, c'est un petit lien. Donc vous aurez bien entendu le PowerPoint à la fin. Un lien sur notre site internet, sitedouane.gouv.fr, qui a été mis à jour l'an dernier et qui regroupe maintenant à la fois ex-ProDouane, sur lequel vous gérez vos habilitations, vos procédures, et le site, on va dire, grand public, qui ont été fusionnés donc sur le même site douane.gouv. Et en tapant sur le conseil d'entreprise, vous tapez votre département, le département de votre siège, et ça va vous donner les coordonnées exactes du pôle action économique duquel vous dépendez. Donc, quelques brochures, des idées, voilà, là aussi, n'hésitez pas à aller sur le site, c'est très très riche en informations. Comme je vous l'ai dit, ça a été mis à jour l'an dernier avec les bureaux réglementaires de la direction générale notamment, sur lequel, et là, avec l'aide des attachés douaniers également, on a fait des petits flyers qui vous permettent très rapidement, en 2-3 pages, d'avoir vraiment le B.A.-ba, 10 questions avant d'importer, 10 questions avant d'exporter. Et ça a été décliné sur les 21 pays avec les 21 attachés douaniers que j'ai mentionnés précédemment. Donc voilà, ça n'a pas vocation à être exhaustif, mais c'est vraiment le B.A.-ba. Ça vous permet quand même d'avoir les bons réflexes, d'avoir des coordonnées également des services, des sites web à l'étranger. Par exemple, si je prends la Chine, des douanes chinoises, voilà, je veux exporter là-bas. Quelle administration je vais contacter si j'ai des questions sur la nomenclature de mon produit? Vous allez avoir le lien. Ça vous permet déjà un petit peu de dégrossir, de préparer vos missions à l'étranger. Et bien entendu, pour l'actualité, vous avez également toute une page qui est… Alors, on a eu une page mise à jour pendant le confinement, beaucoup sur les importations de matériel sanitaire, de masques. Et là, la grosse actualité, ce qui nous préoccupe pas mal en ce moment, c'est bien entendu le Brexit. Donc, voilà, vous avez une page avec des notes mises à jour, des informations, des liens vers les sites étrangers et surtout le guide douanier de préparation qui est très, très bien fait, qui est très pragmatique et qui vous permet là aussi d'avoir vraiment pas mal d'informations. Donc là, faute de temps, je ne reviendrai pas trop sur le Brexit aujourd'hui. Peut-être que dans les questions, si on a le temps, on pourra en prendre quelques-unes. Mais pour votre information, nous allons participer à un webinaire. Alors, ce sera mixte, présentiel, si on le peut, et webinaire le 15 décembre, qui sera organisé avec la région, avec ADOC, avec Business France et autres. Et donc, nous participerons duplex à Londres également avec l'attaché douanier. Donc, voilà, qui vous permettra à 15 jours finalement de l'échéance d'avoir vraiment des infos toutes fraîches sur l'état des lieux. Donc là aussi, je ferai passer au pôle Aerospace Valley, Philippe Walter et à Mme Déo,
Donc, le lien, si vous voulez, comme ça, ils pourront vous communiquer également. Donc, moi, je l'ai mis également, pour ceux qui s'intéressent, sur ma page LinkedIn, il y a une page avec le lien. Donc, n'hésitez pas à y aller ou à nous contacter et on vous rebasculera dessus. Voilà, c'est quelque chose qui a vocation à être là, pour le coup, assez exhaustif. Vous aurez beaucoup d'informations. Voilà donc un petit peu pour cette introduction qui permettait de caler le cadre de l'intervention et de vous donner des… voilà, maintenant, je vais laisser la parole à Juliette qui, elle, va rentrer dans le vif du sujet et vraiment de tout ce qui peut vous intéresser de manière pratique pour améliorer votre développement. Alors, donc on aborde ces outils qui sont à disposition pour essayer d'optimiser vos coûts sur l'import-export et augmenter votre compétitivité. Donc, peut-être la première chose à connaître avant de voir ces outils-là, c'est des outils également qu'on trouve sur Internet pour savoir exactement quels sont le niveau des droits et taxes qui vont être applicables à vos produits à l'import, à l'export, et éventuellement les réglementations spécifiques à respecter. Ça vous permet justement de connaître donc le coût et après de voir de quelle manière vous pouvez ensuite éventuellement l'optimiser. Donc le premier outil qu'on a, c'est un téléservice qui s'appelle RITA, donc un téléservice douanier qui est accessible depuis le site internet douane.gouv.fr. Avec cet outil, vous pouvez simuler l'importation d'une marchandise dans l'Union européenne et connaître exactement le taux de droit de douane qui lui sera applicable ainsi que le taux de TVA et éventuellement les réglementations sectorielles qui pourraient s'appliquer. Donc, par exemple, certaines marchandises vont être soumises à l'importation à des contrôles sanitaires, d'autres vont être soumises à la présentation d'une licence, par exemple. Donc, ça vous donne toutes ces informations-là. Donc, vous avez à droite la capture écran de l'outil RITA. Donc, il faut aller dans la bulle numéro 2, réglementation. Et ensuite, il suffit d'indiquer le code douanier de votre marchandise, donc la nomenclature douanière, le pays d'origine, et ensuite, voilà, vous avez le résultat du taux de droit de douane qui va s'appliquer à l'importation dans l'UE et du taux de TVA. Alors ensuite, il y a un deuxième outil qui, là, est un outil de la Commission européenne qui s'appelle Access to Market. Donc, ça a été rénové assez récemment pour regrouper deux anciens sites de la Commission. Donc, on a à la fois la simulation sur l'importation d'une marchandise dans l'Union européenne. Donc là, il y aura les mêmes informations que dans le téléservice RITA. Mais on a également dans cet outil Access to Market la possibilité de connaître les taux de droits et taxes et les exigences applicables à l'importation dans des pays tiers. Donc, si vous exportez vers un pays hors de l'Union européenne, voilà, vous pouvez avoir les informations sur les conditions d'importation de votre marchandise également. Donc, c'est un outil qui est assez utile. Donc, voilà pour ces deux outils en préalable. On va aborder maintenant donc véritablement les leviers douaniers pour augmenter la compétitivité. Donc, le premier d'entre eux, c'est le système d'auto-liquidation de la TVA à l'importation. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous connaissez si vous avez déjà l'autorisation. On va le détailler un petit peu. Donc, le principe de l'autorisation d'autoliquidation de la TVA à l'importation, c'est que au lieu de payer la TVA au moment du dédouanement de l'importation de votre marchandise, vous reportez le montant de cette TVA sur votre CA3 mensuel ou trimestriel. Donc, en fait, ça permet des gains de trésorerie immédiats, puisque voilà, plutôt que de payer cette TVA auprès de la douane, vous reportez simplement son montant sur CA3. C'est un système qui n'est pas plafonné, donc quel que soit le montant de vos importations et de la TVA du coup liquidée. Et c'est un système qui vaut également sur tout ce qui concerne les immobilisations, contrairement à un autre système de franchise de TVA à l'importation qui est l'AI2, si jamais vous le connaissez. Donc c'est assez simple la distinction. Pour un exemple vraiment très simple, si vous importez une marchandise d'une valeur de 100 €, donc si vous n'avez pas l'autorisation d'autoliquidation de la TVA, eh bien sur la déclaration en douane d'importation, il y aura 20 € qui seront liquidés au titre de la TVA, si on est sur un taux normal de TVA à 20%. Donc vous devez payer cette TVA auprès de la douane, ou en tout cas auprès de votre représentant en douane qui le verse à la douane ensuite, si vous ne faites pas le dédouanement vous-même.
Et c'est ensuite une TVA sur les achats, donc qui peut être ensuite déductible sur CA3, mais vous aurez dû tout de même en faire d'abord l'avance au moment de l'importation. À l'inverse, si vous avez l'autorisation d'auto-liquidation de la TVA, donc vous prévenez votre représentant en douane que vous avez cette autorisation d'auto-liquidation. Sur la déclaration en douane, lui, il va le mentionner et du coup, vous n'aurez pas besoin donc de payer cette TVA. Elle sera auto-liquidée et il y aura simplement à reporter le montant ensuite sur votre CA3. Et vous aurez donc effectué un gain de trésorerie de 20 € qui n'auront pas été versés voilà, à la douane. Donc voilà le fonctionnement de cette autorisation. Donc pour pouvoir en bénéficier, comment il faut faire? Donc le formulaire de demande, il est téléchargeable sur le site internet de la douane. Donc vous avez là l'adresse pour le télécharger. Donc, il y a quand même quelques critères à respecter pour pouvoir bénéficier de cette auto-liquidation. Donc il faut d'abord avoir effectué au moins 4 importations dans l'Union européenne au cours des 12 mois qui précèdent votre demande. Alors, c'est 4 déclarations d'importation, quelles que soient les quantités de marchandises, quelle que soit la valeur. Voilà, on regarde juste qu'il y a eu 4 opérations préalables. Ensuite, il vous faut disposer d'un système de gestion des écritures douanières et fiscales qui permet le suivi des opérations d'importation. Alors ça, en fait, c'est principalement un engagement de votre part d'assurer un suivi correct des montants de TVA auto-liquidés pour pouvoir bien les reporter sur CA3. Donc, si vous ne faites pas le dédouanement vous-même, il faut en fait pouvoir obtenir auprès de vos déclarants, de vos représentants en douane, toutes les déclarations d'importation pour pouvoir disposer voilà, des données à reporter sur CA3. Et si vous passez par plusieurs représentants en douane différents, c'est là qu'il faut être attentif à récupérer l'ensemble des données. Ensuite, il ne faut pas avoir commis d'infractions graves ou répétées aux dispositions douanières et fiscales au cours des 12 mois qui précèdent la demande. Et ensuite, avoir une situation financière satisfaisante également au cours des 12 mois précédents. Voilà pour les principaux critères. Et donc, la demande sera à déposer auprès du bureau de douane dans le ressort duquel vous déposez vos déclarations. Ensuite, l'autorisation est valable partout en France. Donc, il faut la déposer là où vous déclarez le plus, en fait. Sachant qu'évidemment, nous, en tant que pôle action économique, on peut vous accompagner en amont même du dépôt de la demande pour toute question sur ce système d'auto-liquidation de la TVA. Et voilà, c'est un outil qui est quand même assez efficace, assez simple à mettre en place à l'importation pour déjà quelques gains de trésorerie. Alors ensuite, le deuxième outil qu'on a à disposition, c'est ce qu'on appelle les régimes suspensifs des droits et taxes. Donc il en existe plusieurs. En termes douaniers, on les appelle les régimes particuliers. En fait, ce sont des régimes qui permettent de faire circuler les marchandises, de les transformer, de les stocker ou de les utiliser en suspension des droits et taxes qui sont normalement dus à l'importation. Donc, ça va vous permettre en fait de suspendre l'application des droits et taxes, par exemple pour des marchandises que vous allez transformer et ensuite réexporter hors de l'Union européenne, donc vous ne payez pas de droits et taxes dessus, ou vous pouvez aussi suspendre les droits et taxes, en tout cas différer leur paiement le temps de stocker les marchandises et de savoir ensuite à qui vous allez les vendre, par exemple, ce que vous allez en faire. Donc, le premier de ces régimes que vous connaissez peut-être, qui peut être géré également par votre représentant en douane, c'est le transit. Donc, c'est un régime de circulation des marchandises. Donc, il a plusieurs utilités. Donc, le transit permet d'abord de faire circuler des marchandises à travers plusieurs territoires douaniers différents, sans pour autant avoir à réaliser les formalités douanières à l'entrée et à la sortie, c'est-à-dire ne pas avoir à déposer à chaque fois une déclaration d'importation, puis une déclaration d'exportation quand on sort du pays, et à nouveau dès qu'on entre dans un nouveau territoire douanier. Alors, l'Union européenne, c'est un territoire douanier unique, mais ensuite, voilà, si vous traversez la Suisse ou d'autres pays tiers, le transit peut être utilisé. Autre utilité du transit, c'est que lorsque vous faites venir des marchandises dans l'Union européenne, le fait de les placer sous transit, alors qu'elles n'ont pas encore été dédouanées, ça vous permet ensuite de les faire circuler à l'intérieur du territoire de l'Union européenne et de réaliser les formalités d'importation dans un point à l'intérieur du territoire plutôt que forcément à la frontière. Donc, ça peut être voilà, plus proche de vos locaux ou carrément dans vos locaux en cas de dédouanement domicilié. Donc, voilà à quoi sert ce régime du transit.
Ensuite, on a un autre régime qui est quand même assez connu également, c'est le perfectionnement actif, qui lui est un régime de transformation. Donc là, l'intérêt, c'est de pouvoir importer des marchandises et de les transformer ou de les réparer tout en étant en suspension des droits et taxes. Ensuite, à l'issue du process, vous pouvez réexporter ces marchandises. Dans ce cas-là, voilà, aucun droit et taxe n'aura été perçu sur l'opération. Ou alors, vous pouvez également, finalement, les mettre en libre pratique dans l'Union européenne. Et dans ces cas-là, vous payez les droits et taxes uniquement à l'issue du process de transformation. Et vous avez le choix entre le fait de payer ces droits sur les marchandises telles qu'elles ont été importées ou sur les marchandises issues du processus de transformation, en fonction de ce qui est le mieux pour vous. Donc ça s'appelle le perfectionnement actif. On a également le régime d'entrepôt douanier. Donc ça, comme son nom l'indique, c'est un régime de stockage. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir stocker des marchandises toujours en suspension pour un délai de séjour illimité. Et donc, vous n'acquittez les droits de douane et la TVA qu'au fur et à mesure de vos besoins, quand vous décidez de mettre en libre pratique la marchandise et de la sortir de l'entrepôt douanier. Mais en attendant, elle reste stockée en suspension grâce à ce régime d'entrepôt douanier. Et enfin, le dernier de ces régimes suspensifs qui peut être utilisé, c'est celui qu'on appelle l'admission temporaire. Donc là, c'est un régime d'utilisation. Donc l'idée, c'est de pouvoir importer des marchandises temporairement, les utiliser dans l'Union européenne et ensuite les réexporter. Donc c'est un régime qui suppose vraiment que les marchandises sont destinées à repartir. Mais dans ces cas-là, vous pouvez obtenir une exonération totale ou partielle des droits de douane dus sur ces marchandises. Donc ça fonctionne notamment sur tout ce qui est matériel professionnel, des marchandises qui sont destinées à être exposées, à faire l'objet d'une démonstration, faire l'objet d'essais. Ça peut être également des moyens de transport qui sont en admission temporaire, du matériel pédagogique, etc. Sachant que vous connaissez peut-être l'admission temporaire dans sa version simplifiée, qui est le carnet ATA. Donc, c'est également quelque chose qui peut être utile. Donc, c'est un régime simplifié parce qu'en fait, le carnet ATA va couvrir la marchandise pendant tout son trajet, depuis l'exportation, pendant éventuellement le transit, ensuite quand elle est en admission temporaire dans le pays d'utilisation, et ensuite lorsqu'elle fait son retour dans le pays de départ. Et à chaque étape, le carnet est visé par les autorités douanières, donc ça remplace finalement les formalités douanières de dépôt d'une déclaration en douane, par exemple d'exportation temporaire, puis d'importation temporaire, etc. Donc ça peut être aussi quelque chose d'assez utile si vous faites notamment, si vous déplacez avec des marchandises pour faire des démonstrations, des salons, des expositions, sachant que c'est l'organisme émetteur du carnet qui est garant. Donc en France, ce sont les CCI, les chambres de commerce et d'industrie qui émettent ces carnets ATA, et ensuite voilà, ils sont visés par les autorités douanières à chaque étape. Donc ça peut aussi être utile. Alors, tous ces régimes suspensifs, donc ils ont certaines contreparties, c'est-à-dire qu'ils sont, bon, à part le carnet ATA qui est une simplification, il se suffit à lui-même, mais sinon, ces régimes, ils supposent d'obtenir une autorisation pour pouvoir les utiliser. Ils supposent de mettre en place des écritures de suivi du régime, c'est-à-dire qu'il faut donc être capable de pouvoir tracer les marchandises qui entrent sous régime suspensif et ensuite celles qui sortent. Et il faut également mettre en place une garantie qui permet de couvrir les droits et taxes qui sont suspendus pendant toute la durée du régime. Donc le principe, c'est qu'il faut donc déposer une demande d'autorisation. Donc là, ça passe par un téléservice qui s'appelle Soprano, qui gère un certain nombre d'autorisations douanières. Et donc c'est le bureau de douane dans le ressort duquel vous tenez vos écritures qui instruit ensuite cette autorisation de régime suspensif. Alors, il y a possibilité de demander le régime suspensif directement sur la déclaration en douane de placement dans certains cas, mais c'est vraiment plus pour des opérations ponctuelles. Si vous faites des opérations, par exemple, de réparation, ce sera du perfectionnement actif, par exemple. Alors ça ne marche pas pour l'entrepôt, par contre, la demande sur déclaration. Mais ce sera vraiment dès que vous êtes sur des flux réguliers, il faut mettre en place une vraie autorisation de régime suspensif. Voilà comment ça fonctionne. Alors typiquement, voilà, pour ce genre de régime, au pôle action économique, à la cellule conseil aux entreprises, on peut effectivement étudier avec vous votre activité et l'intérêt ou non de mettre en place l'un ou l'autre de ces régimes en fonction voilà, de votre activité. Donc ça s'adapte vraiment à l'activité des entreprises en fait.
Donc, on a vu l'autoliquidation de la TVA et les régimes suspensifs. Alors, autre outil de réduction des coûts, c'est ce qu'on appelle les suspensions tarifaires. Donc ça s'applique également à l'importation. Donc, le principe est le suivant, c'est que les entreprises qui sont situées dans l'Union européenne, elles peuvent obtenir de la Commission européenne la création de ce qu'on appelle des suspensions ou des contingents tarifaires autonomes pour les marchandises importées. Ça veut dire que sur ces marchandises, elles pourront bénéficier d'un taux de droit de douane réduit ou nul par rapport au taux de départ. Alors, les marchandises qui peuvent faire l'objet de ces suspensions, ce sont des matières premières, des produits semi-finis ou des composants qui entrent dans la fabrication de produits finis dans l'Union européenne et qui sont indisponibles justement à l'intérieur de l'Union européenne ou disponibles mais en quantité insuffisante. Donc, si c'est des marchandises qui sont complètement indisponibles, la Commission pourra décider de mettre en place une suspension. Si c'est disponible en quantité insuffisante, elle mettra plutôt en place un contingent, c'est-à-dire qu'on pourra importer à droit réduit ou nul, mais dans la limite de certaines quantités, pour couvrir les besoins des entreprises de l'Union européenne. Donc l'idée, c'est vraiment de stimuler la compétitivité des entreprises de l'Union européenne et de soutenir leur activité de transformation lorsqu'on a des produits qui sont indisponibles ou disponibles en quantité insuffisante. On pourra les importer moins cher. Donc, pour quelques chiffres, il existe plus de 2200 mesures de suspension à l'heure actuelle et plus de 110 mesures de contingent qui sont en vigueur. Et donc, pour la plupart, donc 90% de ces mesures, elles concernent les secteurs de la chimie, de la mécanique et de la microélectronique. Alors, pour savoir si un produit peut bénéficier d'une suspension ou d'un contingent, c'est ce que je vous disais au départ. Vous pouvez utiliser les outils de simulation à l'importation comme RITA, puisque donc cet outil va vous indiquer le taux de droit de douane normal pour la marchandise et ensuite vous indiquera si éventuellement il existe une suspension ou un contingent. Sinon, il faut aller voir le règlement disponible sur le site de la douane, mais voilà, via RITA, ça peut être plus simple. Alors, pour demander une suspension, il y a plusieurs conditions quand même assez importantes. Bon, il faut être une société qui transforme dans l'Union européenne. Il faut que les produits pour lesquels on demande la suspension soient des matières premières, produits semi-finis, composants indisponibles ou en quantité insuffisante, c'est ce qu'on disait précédemment. Il faut surtout que la mesure de suspension vous fasse réaliser une économie de droit de douane d'au moins 15 000 € par an. Donc, ce n'est pas forcément donné à toutes les entreprises, effectivement. Les produits que vous visez ne doivent pas faire l'objet d'un contrat d'exclusivité ou d'un brevet et ne doivent pas par ailleurs bénéficier de droits réduits ou nuls déjà dans le cadre d'accords de libre-échange. On verra juste après comment utiliser les accords de libre-échange. Si ces critères peuvent être respectés, dans ces cas-là, il faut faire une demande donc, qui passe par la Direction générale des douanes françaises, donc bureau Comint 3, qui vous aidera ensuite à formaliser la demande et qui ensuite la portera auprès de la Commission européenne pour qu'elle soit étudiée là-bas. Alors, au-delà du fait de pouvoir faire une demande de suspension, il faut quand même savoir qu'une suspension ou un contingent, une fois qu'ils sont adoptés, ils peuvent être utilisés par toute société de l'Union européenne, même si voilà, une première société a fait la demande au départ, ensuite tout le monde peut utiliser ces contingents et suspensions. Donc pour vous, il peut déjà être intéressant de savoir si vous pouvez en bénéficier à l'importation. Il y a également possibilité de consulter la liste des demandes qui sont en cours d'examen par la Commission européenne et de soutenir ces demandes si vous vous trouvez également, si dans votre process de production, vous avez également besoin de ces marchandises. Et à l'inverse, il est aussi possible de s'opposer à une demande de suspension ou de contingent si vous êtes un producteur européen de la marchandise qui est visée. Sachant que du coup, voilà, la marchandise que vous produisez, elle doit être identique, équivalente ou substituable au produit qui fait l'objet de la demande de suspension. Mais voilà, vous pouvez indiquer que vous êtes producteur européen et que du coup, il n'y a pas lieu forcément de mettre en place une suspension. Voilà, donc ça marche dans les deux sens. On peut soutenir ou également s'opposer. Donc voilà, c'est des éléments qui sont quand même intéressants, qui ne sont pas forcément très connus, mais qui sont mis en place par l'Union européenne vraiment pour favoriser les entreprises transformatrices dans l'UE. Après, en matière de suspension, il existe également des suspensions spécifiques au secteur aéronautique. Puisque c'est un secteur stratégique pour l'Union européenne, la réglementation facilite grandement l'importation de tout ce qui est pièces, composants et produits semi-finis destinés à ce marché de l'aéronautique. Donc, c'est ce qu'on appelle voilà, les suspensions de type aéronautique. Donc, le régime principal, il se trouve dans le règlement UE 2018-581,
Donc, ce règlement permet de suspendre totalement les droits de douane à l'importation pour les pièces aéronautiques, qu'elles aient un usage civil, mixte ou militaire, lorsqu'elles sont utilisées pour la construction, la réparation ou l'entretien d'aéronefs. Alors, les conditions pour pouvoir en bénéficier à l'importation, donc déjà, il faut que la nomenclature, le code douanier de votre marchandise soit bien couvert par le règlement en question. Donc, il y a une liste de marchandises couvertes. Et ensuite, le principe, c'est de présenter donc un certificat d'autorisation de mise en service lors de l'importation. Donc, c'est ce qu'on appelait précédemment les certificats d'aptitude au vol. Donc, c'est ce qui permet de justifier qu'il s'agit d'une pièce aéronautique et de bénéficier de ce régime de suspension. Donc, c'est le régime principal et qui ne nécessite pas la mise en place d'un régime avec garantie, etc. Donc, c'est assez simple à partir du moment où vous disposez du certificat en question. Donc, c'est le principal régime aéronautique. Ensuite, on a un régime spécifique pour tout ce qui concerne les marchandises militaires, donc importées par les forces armées des États membres ou au nom des forces armées des États membres. Donc, c'est le règlement 150-2003. Donc, de la même manière, il faut que la nomenclature de la marchandise soit reprise dans ce règlement. Et là, à l'importation, ce qu'il faut présenter, c'est un certificat pour équipement militaire délivré par le ministère de la Défense. Là, en revanche, pour le militaire, il y a une condition un petit peu plus restrictive, c'est-à-dire que pour pouvoir en bénéficier, vous devez mettre en place ce qu'on appelle un régime de la destination particulière, avec des écritures de suivi et une garantie. C'est une manière de garantir que, in fine, le produit sera bien affecté à sa destination, c'est-à-dire à une utilisation ici militaire. Donc, finalement, il y a une garantie mise en place jusqu'à ce que la marchandise ou la pièce soit bien affectée à sa destination prescrite. Voilà, donc c'est un tout petit peu plus contraignant avec ce régime de destination particulière. Ensuite, on a encore deux textes un peu résiduels, mais qui peuvent également permettre de bénéficier d'exemptions de droits de douane à l'importation. C'est le règlement 3050-95, qui lui concerne les produits destinés à la construction, toujours pareil, à l'entretien et à la réparation de véhicules aériens d'un poids vide supérieur à 2000 kg ou d'appareils au sol d'entraînement au vol également. Et là, par contre, on est exclusivement sur du civil. Donc, de la même manière, une liste de nomenclature de marchandises reprise au règlement. Et là, en revanche, mise en place nécessaire du régime de la destination particulière, donc ce que je vous disais, avec des écritures de suivi et une garantie pour s'assurer que la pièce, in fine, le produit est bien affecté à la construction, à l'entretien, à la réparation des aéronefs ou des appareils d'entraînement au vol. Et enfin, dernière disposition qui peuvent s'appliquer, c'est des dispositions qu'on trouve directement dans le tarif douanier, titre 2.b. Donc, même chose, ça concerne la suspension de droits pour les aéronefs civils, les appareils d'entraînement au vol et toutes leurs parties et pièces détachées. Donc, de la même manière, la nomenclature doit être reprise dans les dispositions. Il faut mettre en place un régime de destination particulière, sauf pour les aéronefs complets pour lesquels le certificat d'immatriculation civile est suffisant. Alors, l'ensemble de ces suspensions, donc on retrouve les marchandises visées au sein des règlements que je viens de vous présenter, mais de la même manière, si vous consultez les outils comme RITA, vous avez également l'information comme quoi votre produit éventuellement est éligible à une suspension tarifaire aéronautique sous condition de présenter les bons documents, donc certificat d'aptitude par exemple, certificat militaire, ou de mettre en place le régime nécessaire comme la destination particulière. Mais vous retrouvez également cette mention dans RITA. Et bien sûr, en cas de doute pour toute marchandise, vous pouvez de la même manière nous contacter pour qu'on puisse vous dire si vous respectez ou non les critères en question. Peut-être que vous en bénéficiez déjà et que vous les connaissez. Attention, excusez-moi, votre son a été coupé, j'ai l'impression. Philippe et Juliette, on a perdu le son là, on ne vous entend plus.
Donc, c'est assez intéressant. Donc, voilà, les accords de libre-échange. Donc, leur objectif, c'est de réduire les barrières tarifaires, donc tout ce qui est droit de douane, et les autres entraves non tarifaires au commerce entre les pays partenaires à ces accords. Donc, à titre d'exemple, un accord qui est entré en vigueur récemment, conclu par l'Union européenne, c'est l'accord avec le Japon, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2019. Donc, à titre d'exemple, dans cet accord, les droits de douane sont supprimés pour environ 90% des produits que l'UE exporte vers le Japon. Pour d'autres produits, l'élimination des droits de douane, elle se fait de manière progressive, donc pas au 1er janvier 2019, mais suivant un échelonnement qui peut aller jusqu'à 20 ans pour le Japon et 16 ans pour l'Union européenne, sur certains produits un petit peu plus sensibles pour les partenaires, en fait. Donc, l'avantage de l'utilisation d'un accord de libre-échange du point de vue vraiment douanier et donc droit de douane, il y en a beaucoup d'autres sur tout ce qui concerne tout ce qui est hors douanier, en fait, les services, les investissements, etc. Mais d'un point de vue vraiment douane, l'avantage à l'importation, c'est de pouvoir bénéficier d'un droit de douane qui sera réduit ou nul par rapport au droit normal si vous utilisez l'accord de libre-échange. Donc, ça peut permettre de s'approvisionner à moindre coût. Et à l'inverse, à l'exportation, ça peut permettre de faire bénéficier votre client dans le pays partenaire d'un droit de douane réduit ou nul. Vous pouvez donc de cette manière être plus compétitif et éventuellement gagner des marchés sur ce critère-là, de pouvoir faire bénéficier votre client de l'accord de libre-échange à destination. Donc à l'export, c'est intéressant aussi. C'est plus indirect, mais c'est intéressant aussi. Alors, comment bénéficier des accords de libre-échange? La première étape, c'est de connaître les accords conclus par l'Union européenne. Donc pour ça, vous pouvez consulter le site internet de la douane. La liste de tous les accords et régimes en vigueur est disponible. Donc vous avez le lien ici de la liste. Comme ça, vous connaissez tous les pays partenaires de l'Union européenne. Deuxième étape, c'est vérifier si votre produit bénéficie d'un droit de douane réduit au titre de l'accord. Alors pour ça, les mêmes outils toujours, RITA ou Access to Market, vous permettent de savoir le taux normal et le taux éventuellement réduit grâce à l'accord de libre-échange. Alors pourquoi le vérifier? Parce qu'un accord de libre-échange, le démantèlement tarifaire ne porte pas forcément sur tous les produits. Il peut être progressif sur plusieurs années, c'est ce que je vous disais, donc peut-être qu'au départ, il n'y a pas de droit réduit. Et il faut aussi le vérifier parce que pour votre produit, le droit normal, le droit de douane normal peut déjà être nul, peut déjà être à zéro. Il y a certains produits sur lesquels il n'y a pas de droit applicable à l'importation. Donc il faut quand même vérifier si vous avez un intérêt à vous lancer dans la question de l'accord de libre-échange. La troisième étape, c'est s'assurer que le produit respecte ce qu'on appelle les règles d'origine de l'accord. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, le principe, c'est que dans le cadre de l'accord UE-Japon, pour pouvoir bénéficier d'un droit de douane réduit à l'importation dans l'UE, la marchandise en question doit être originaire du Japon. Et inversement. Donc ça veut dire quoi, originaire du Japon? Ça veut dire qu'il faut qu'elle ait été principalement fabriquée au Japon. Et pour s'en assurer, on on applique des critères qui s'appellent les règles d'origine, qui permettent de vérifier que la grosse majorité des transformations réalisées sur la marchandise ont été faites au Japon ou dans l'UE quand on se situe dans l'autre sens. Ça évite en fait tout contournement des accords de libre-échange, s'assurer qu'on fait bénéficier le pays partenaire et uniquement le pays partenaire du droit de douane réduit. Juste une marchandise qui ne ferait que passer d'un point de vue logistique vers le pays en question, ce ne serait pas suffisant. Donc ça sert à ça. Donc il faut quand même le vérifier. C'est des règles qui ne sont pas forcément simples à appliquer, donc c'est là aussi qu'on peut être là pour vous accompagner. Et la quatrième étape, ça va être la preuve d'origine. Pour pouvoir bénéficier de ce droit à l'importation, il vous faut présenter une preuve d'origine. Et cette preuve d'origine, elle est établie par l'exportateur des marchandises. Donc, si vous êtes à l'importation, il faut pouvoir fournir cette preuve. Si vous êtes à l'exportation, il faut pouvoir éventuellement établir cette preuve pour votre client dans le pays partenaire. Alors, la preuve d'origine, c'est quoi? C'est soit un certificat de type EUR1 ou EURMED qui est visé par la douane du pays d'exportation. Donc, ça ressemble à ça. C'est le certificat qui est à gauche. Sinon, la preuve d'origine, ça peut aussi être une mention que l'exportateur appose directement sur sa facture ou sur le document commercial qui reprend précisément les marchandises. Donc là, il s'engage lui-même sur le caractère originaire des produits. Il n'a pas besoin de faire viser ce document par la douane. Donc c'est un peu plus souple, ce qu'on appelle l'attestation ou la déclaration d'origine. Donc on appelle ça aussi l'auto-certification de l'origine et ça devient assez incontournable aujourd'hui parce que
Bon, d'abord, c'est intéressant en termes de réactivité et de réduction de vos coûts de ne pas avoir besoin d'établir des EUR1 à chaque fois, mais aussi parce que certains accords, notamment les plus récents, ne prévoient pas le certificat EUR1, mais uniquement la mention d'origine apposée directement sur la facture. Donc, c'est le cas, par exemple, des accords Corée du Sud, Canada, Japon, Singapour, entrés en vigueur assez récemment. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes exportateur et que vos marchandises sont originaires de l'Union européenne, vous souhaitez établir des preuves d'origine pour vos clients à destination de pays partenaires. Si vos envois de marchandises excèdent 6 000 €, alors pour établir ces déclarations d'origine sur la facture, vous devez être exportateur agréé ou exportateur enregistré. Donc, ce sont deux autorisations. Alors, en fonction de l'accord, ce sera l'une ou ce sera l'autre. Là-dessus, on peut également vous apporter cette information-là. Vous pouvez aussi avoir les deux si vous exportez vers des pays, l'un concerné par l'exportateur agréé, l'autre concerné par l'exportateur enregistré. En tout cas, vous avez ici sur la diapo, voilà, un petit résumé du fonctionnement. Donc, exportateur agréé, c'est un formulaire qui se télécharge sur le site de la douane à déposer auprès du bureau de douane. Et exportateur enregistré, c'est une demande qui se fait, elle, dans le téléservice Soprano qui a été dématérialisé dans ce téléservice. Dans les deux cas, vous obtenez un numéro d'exportateur agréé et ou d'exportateur enregistré qui doit être repris dans la mention d'origine. Donc, on la voyait précédemment. Voilà, c'est la partie autorisation douanière numéro. Et là, vous indiquez votre numéro d'exportateur agréé ou d'exportateur enregistré. Donc voilà, c'est des autorisations qui peuvent vous être utiles à l'export si vous voulez faire bénéficier vos clients de ces accords de libre-échange. Donc voilà, on arrive à la fin des outils de compétitivité. Donc ensuite, on avait quelques slides sur les outils plutôt de sécurisation des opérations internationales. Voilà, donc après toutes ces informations là pour vraiment optimiser vos gains, gagner en compétitivité, on va terminer avec quelques outils. Hein. Alors bien entendu, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça n'a pas vocation à être exhaustif, mais c'est pour vous donner des pistes, des choses qui vont vous permettre vraiment de sécuriser vos opérations et tout ça pour bien profiter justement des opportunités, par exemple des accords de libre-échange ou autres. Voilà, l'essentiel, comme vous l'aurez compris, le message qu'on souhaite faire passer aujourd'hui, c'est toute opération, que ce soit import-export avec la douane, ça se prépare en amont. Donc voilà, plus on se prépare, plus on sécurise en amont, plus on est tranquille derrière. Si on veut utiliser un accord, des règles d'origine, comme l'a expliqué Juliette, il faut connaître un minimum. Et donc derrière, si on a un renseignement contraignant, c'est mieux pour tout cela. Donc la plupart des renseignements que je vais vous donner là sont des informations sont données par la direction générale, par le bureau commun 3. Mais je vous invite surtout à passer par le PAE en avant de vous lancer là-dedans, parce que, comme on l'a dit, on va vous faire une étude, on va voir si ça vaut le coup, si ce qu'il faut mettre en place. Et si votre dossier est préparé en amont avec le PAE, quand il sera à la direction générale, vous gagnerez un temps, il sera complet et ça vous permettra d'avoir votre renseignement contraignant beaucoup plus vite. Donc, le premier très important, c'est le renseignement tarifaire contraignant. Comme vous avez compris, pour une opération douanière, la base de tout, c'est la nomenclature de votre produit. Donc, c'est le classement tarifaire, c'est le code douanier qui va être attribué à votre produit. Chaque produit a un code, c'est obligatoire. Donc, c'est un règlement communautaire là, qui le donne pour nous. Et on a ce qu'on appelle le SH6 qui est commun, qui est harmonisé au niveau mondial. Donc, ça veut dire que votre code, vos 6 chiffres, ils seront identiques pour ici, pour la Chine, pour les États-Unis. Donc, ce code douanier, c'est de là que vont découler les règles d'origine, c'est de là que vont découler toutes les taxes applicables ou autres. Donc, en gros, il ne faut pas se tromper là-dessus. Donc, si vous avez un doute, autant c'est simple pour certains produits, sur des produits manufacturés, sur des produits comme on rencontre souvent dans l'aéronautique, dans le spatial ou autre, sur des produits complexes qui agglomèrent pas mal de produits différents. Donc, ça peut être voilà, ça a l'air d'être rétabli. Donc voilà, dans ce cadre-là, vérifier, il faut le mieux est de demander un renseignement tarifaire contraignant. C'est un outil de sécurisation, donc il va vraiment être délivré gratuitement au niveau de la direction générale. S'il y a un doute au niveau des instances de classement à la direction générale, un labo peut être fait. On travaille le service commun des laboratoires, qui est commun à CCRF Douane, qui lui a des ingénieurs qui vont se prononcer dessus et qui vont déterminer un classement. Il peut y avoir des conflits au niveau européen également, donc il y a des groupes de travail auxquels participent les collègues de Commun 3 pour, voilà, s'il y a un débat en classe à telle position, voilà, ce sera débattu au niveau de la commission. Donc voilà, ce RTC est valable 3 ans, délivré gratuitement, et il est opposable dans toute l'Union européenne, c'est-à-dire qu'à l'importation,
Si vous dédouanez à Blagnac ou vous dédouanez à Barcelone ou à Berlin, ben vous avez un RTC, il est mentionné dans votre déclaration de douane, il est opposable. C'est-à-dire que un service des douanes d'un État membre ne peut pas vous refuser d'utiliser cette nomenclature-là. Elle ne pourra pas être contestée. Voilà donc pourquoi c'est important. En cas de doute, là, vous avez quelque chose vraiment de sûr qui va vous permettre d'être cohérent. Et derrière, comme tous ces renseignements-là, c'est pareil, c'est opposable en cas de contrôle derrière de l'administration des douanes. Voilà, ça vous permet de dire, mais oui, moi j'ai un renseignement de la part des douanes, donc c'est cette position-là. Voilà, je suis sûr qu'elle est correcte. Si vous ne l'avez pas, ça peut faire débat derrière, ça peut être contesté. De la même veine, le renseignement contraignant sur l'origine, utilisable par exemple dans le cadre d'accords de libre-échange, c'est pareil, c'est un certificat qui va vous permettre d'attester pendant 3 ans également, sur le même modèle, que votre produit a une origine préférentielle, dans le cadre d'un accord, ou non préférentielle, UE ou non UE ou Chine ou autre. Très important parce que là, c'est pareil, autant sur des produits simples, on va dire des produits de la terre, des produits agricoles par exemple, c'est le pays de récolte, donc il n'y a pas de débat. Comme je disais tout à l'heure, sur des produits manufacturés sur lesquels vous allez avoir des composants qui viennent de Chine, des produits qui vont venir peut-être de Russie, d'autres de France, d'autres d'Allemagne ou autres, tout ça aggloméré, il va y avoir des règles de classement qui vont faire que, à partir des règlements communautaires, on va pouvoir vous dire si selon la règle applicable, votre produit va avoir une origine UE, va avoir une origine Chine, va avoir une origine américaine ou autre, États-Unis ou autre. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important. Là, c'est pareil, c'est quelque chose qui va être opposable dans tous les États membres. Donc, n'hésitez pas, c'est quelque chose qui est très, très important pour bien utiliser derrière les facilités et notamment les accords. Autre chose importante, alors là, ce n'est pas contraignant, il n'existe pas au niveau de la Commission européenne d'avis contraignant sur la valeur en douane. Par contre, vous pouvez solliciter de l'administration des douanes des avis sur la valeur en douane. Donc, ça va être une expertise qui va être faite par le service des douanes, soit PAE, soit au niveau de la direction générale, encore une fois, le bureau commun 3, la section valeur, qui va vous dire quelle règle est applicable. Bon, la valeur, c'est la valeur que vous allez avoir sur votre déclaration en douane. Là, on est vraiment sur le triptyque espèce, origine, valeur, à partir desquels va être déterminé vos taux de taxation. Donc, c'est pour ça que ce sont 3 notions qu'il faut maîtriser et qui sont importantes parce que de là découle vraiment toute la taxation et toutes les règles applicables s'il y a des règles particulières comme des droits anti-dumping ou autres. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur ces règles-là et sur la nécessité, en cas de doute, de vous rapprocher de la douane pour, en amont, avoir une position verrouillée et qui sera opposable en cas de contrôle. Donc, là, vous voyez, sur l'avis de la valeur en douane, c'est vraiment une règle personnalisée. Donc là, on va avoir 2 notions qui vont être, d'une part, la réglementation communautaire et la réglementation OMC, mais également les contrats que vous utilisez. C'est pour ça que c'est important, c'est du cas par cas, c'est pour ça que c'est vraiment personnalisé. On s'appuie sur 2 notions qui vont être très, très différentes. On sait qu'à l'heure actuelle, il y a des contrats commerciaux qui sont de plus en plus compliqués. On ne connaît pas toujours la valeur en douane au moment où on importe le produit, parce que dans vos contrats, il peut y avoir des clauses qui font que votre valeur va varier, je ne sais pas, par rapport à l'intéressement, par rapport à vos relations, par rapport au volume des ventes ou autre. Donc, on a, dans ce cas-là, vous avez la possibilité de demander une autorisation de valeur provisoire qui va faire qu'au moment de l'importation, vous allez déclarer une valeur qui sera déterminée en amont par la douane. Alors là, c'est au niveau du pôle action économique, ça sera déterminé, qui vous permet de déclarer une valeur et qui sera régularisée à la fin de l'année par rapport justement au contrat, par rapport à votre contrat. Donc, ça sera finalement une déclaration en 2 temps, où il faudra, dans un premier temps, au moment de l'importation, et derrière la régularisation, une fois que vous aurez tous les éléments nécessaires. Deuxième possibilité, l'autorisation d'ajustement, qui, elle, va être déterminée au niveau de notre direction générale et qui va vous permettre d'inclure un taux qui va permettre de faire varier votre déclaration en douane, là aussi, mais selon les critères déterminés en amont. Par exemple, sur un contrat qui va impliquer un taux d'ajustement qui va vous permettre de voir sur les années précédentes, vous allez nous dire, ben voilà, moi, mon flux, il est stable sur les 3 années précédentes. Je travaille et j'ai un prix qui varie, mais qui est de cet ordre-là. Et d'une année sur l'autre, il va falloir déterminer, dire à la douane, OK, mon pourcentage, il ne varie pas, c'est le même. Ou alors, on va l'augmenter ou on va le baisser. Donc là, c'est vraiment un dialogue qui va se faire avec la direction générale. C'est pour des cas quand même assez compliqués, mais ça vous permet de dédouaner à un seul cas et d'ajuster tous les ans à la hausse ou à la baisse vraiment cette valeur en douane. Donc là, on est vraiment sur des flux très réguliers qui sont, voilà, par exemple, un fournisseur, le même type de produit
le même contrat, quoi. Donc voilà, ça vraiment, je vous invite sur ces notions-là qui sont quand même très très complexes hein, en termes de valeur, à surtout nous contacter en amont et vraiment ça, ça fera l'objet d'un entretien personnalisé, quoi. Alors une troisième chose qui n'est pas sur le PowerPoint mais dont je voulais vous parler très rapidement, c'est la demande d'intervention en douane. C'est quelque chose là aussi qui est déterminé au niveau de notre direction générale, qui vous permet, si vous détenez des droits de propriété intellectuelle, marques, dessins et modèles, brevets, de demander à la douane de travailler quelque part pour vous. C'est-à-dire qu'au moment du contrôle en frontière, si vous êtes enregistré, vous allez déposer une demande d'intervention sur un brevet ou sur votre marque, par exemple. Si au moment de l'importation, la douane a des doutes sur l'authenticité d'un produit, elle va aller dans une base qui est dans Soprano, hein, là aussi, et elle va voir que vous avez déposé une demande d'intervention auprès de la douane sur votre brevet, sur votre nom. Et donc là, la douane va entrer en contact avec vous pour vous dire, voilà, on a tel type de marchandise, donc une levée du secret professionnel, on a un doute dessus sur l'authenticité, on pense que cet importateur, cette personne-là, viole vos droits de propriété intellectuelle. Et là, c'est vous qui avez la main pour dire, oui, effectivement, je ne travaille pas avec cette personne-là, elle usurpe mon nom si c'est une marque, ou elle utilise mon brevet de manière indue, ou alors non, c'est quelqu'un avec qui je travaille, qui a des droits, avec qui j'ai un contrat, donc il n'y a pas de souci. Dans ce cas-là, c'est libéré. Donc voilà, ça aussi, c'est un moyen d'action en termes de sécurisation et de protection de vos droits qui est souvent méconnu. Et là également, c'est quelque chose qui est complètement gratuit, hein, qui vous permet d'être enregistré et de donner à la douane des droits d'intervention. Mais derrière, après, c'est vous qui avez la main vraiment pour déterminer et pour aller en justice ou pas, si besoin. Donc, il reste 5 minutes. Donc, je vais terminer rapidement avec en vous parlant du statut d'opérateur économique agréé. Voilà, c'est quelque chose vraiment qui est, j'en ai parlé rapidement en introduction. Là, on est vraiment sur le volet sécurisation des flux, hein. Donc, c'est quelque chose qui a été mis en place à la suite des attentats de 2001, avec cette volonté de sécuriser, où on s'est aperçu quelque part qu'il y avait pas mal de trous dans la raquette, que le flux, que le trafic, notamment aérien, avait complètement explosé et peut-être les mesures de sécurité n'avaient pas forcément suivi. Donc, les États-Unis ont mis en place un statut qui s'appelle le CTPAT, c'est Customs Trade Partnership Against Terrorism. Donc, et en Europe, on a mis l'équivalent qui est le statut d'OEA. Donc là, il faut voir ça comme un partenariat entre les douanes et vous, quand vous avez ce statut-là. Donc, ça s'adresse quand même à des opérateurs bien intégrés dans le flux, dans le commerce international. Et derrière, il y a des accords de reconnaissance mutuelle. Donc là, on vous en a cité 4, par exemple les États-Unis, le Canada, la Chine, le Japon, également la Norvège et la Suisse. Voilà, c'est un contrat de reconnaissance. Donc, ce qui veut dire qu'une fois que vous avez ce statut, simplification douanière, sûreté, sécurité, ça va vous permettre d'être un opérateur reconnu dans le commerce international et de pouvoir derrière avoir des facilités que je vais développer derrière. Parmi les nouvelles facilités, là, ce qu'on a pris récemment, la Chine, ça va énormément s'appuyer sur ce statut-là, sur cette reconnaissance, notamment avec la création d'une zone franche à Shanghai qui est très, très importante, qui se développe, là, qui prend une grosse ampleur et qui sera réservée aux gens qui ont ce statut OEA. Également, dans le cadre de la streamline qui monte entre l'Europe et la Chine, c'est pareil. Les OEA auront vraiment un statut privilégié, donc ça veut dire moins de contrôle, plus de facilité, un accès au dédouanement beaucoup plus rapide. Comme vous voyez sur cette slide, ça s'adresse à tous les acteurs de la chaîne logistique, du fabricant à l'importateur à l'exportateur, en passant par les déclarants, transitaires, les transporteurs, les entrepositaires. À Toulouse, par exemple, on a des très grosses sociétés, hein, les grosses sociétés, notamment de l'aéronautique, certains d'entre vous le sont peut-être d'ailleurs, mais on a également des sociétés beaucoup plus modestes, on a des transporteurs, on a des déclarants, on a vraiment toute la palette de ce qui se fait. Hein. Donc, là aussi, et plus la chaîne est sécurisée, si tous les éléments, si vous travaillez également, vous, avec des OEA, avec un déclarant qui est OEA ou autre, ça aussi, ça va vous faciliter, ça va sécuriser votre chaîne logistique et vous allez gagner là aussi en fluidité derrière et en sécurité surtout. Donc, voyez les avantages, quelques avantages, démarche gratuite, conclusion d'un audit externe. Donc là aussi, nous avons 2 auditrices à Toulouse qui viennent, qui travaillent avec vous sur l'audit. Il y a des tests sur chaîne, elles viennent, alors c'est très très large, ça va de la sécurité de votre site internet, de votre site de stockage des données, jusqu'à la barrière, l'accès à votre sécurité, le traitement des données, etc. Donc ça permet aussi bien souvent à des sociétés de pointer peut-être des failles qu'ils n'avaient pas forcément vues. Donc voilà, c'est quand même, il faut voir ça vraiment comme un audit, comme un partenariat et pas comme une contrainte. C'est quelque chose souvent où les sociétés me disent, mais en général, on fait des audits de suivi tous les 3 ans. Bon, la commission nous permet de faire tous les 5
En France, on a cette position de venir vous voir tous les 3 ans. Donc, tous les 3 ans, de refaire un bilan, de voir aussi, par exemple, sur les procurations que vous donnez à votre personnel, de voir si c'est à jour, voir, vous voyez, de fiabiliser. Est-ce que ces personnes-là qui ont quitté l'entreprise ont toujours des droits dessus? Voilà, de vraiment faire un état des lieux complet, un véritable audit. Et c'est quelque chose quand même de très intéressant pour vous. Donc aussi, on parlait tout à l'heure avec des suspensions autres d'allègements financiers, de gains de trésorerie. Là également, le fait d'avoir un statut OA va vous permettre d'avoir des montants de garantie globale qui sont réduits, d'avoir des contrôles, être privilégiés au moment du dédouanement aussi, d'être prioritaire. Ça, c'est valable en France, c'est valable également avec nos partenaires à l'étranger. Donc voilà, vous voyez, c'est quelque chose quand même de très très important. Et là aussi, en termes de concurrentiel, on va dire, si vous êtes en concurrence avec une autre personne, vous êtes OA, l'autre personne qui candidate n'est pas OA, vous avez peut-être plus de chances de le démarquer aussi, parce que voilà, pour votre client, il va savoir que vous êtes quelque part un opérateur de confiance et qu'il y a ce statut-là qui est vraiment réellement reconnu. Vous voyez, ça illustre bien. On a 1784 autorisations à l'heure actuelle en France. On est le deuxième pays au niveau européen derrière l'Allemagne. On a une cinquantaine de OA sur Toulouse, par exemple, mais ces 1784 opérateurs réalisent plus de 85% du commerce extérieur d'entreprises françaises. Donc, vous voyez, c'est quelque chose quand même qui est très reconnu, qui est très intéressant. Alors, c'est des audits qui sont assez longs, mais voilà, dans lesquels vous avez un réel accompagnement, où il y a des réunions de suivi, on se déplace, on vient vous voir, on en discute. C'est quelque chose vraiment qui est très, très fiable. Donc, vous voyez tous les prérequis. Dans les autres avantages, on est en train de mettre en place sur Toulouse aussi un club OA qui permettra non seulement aux OA, mais également, moi j'ai la volonté de faire venir des OA potentiels, donc des personnes intéressées par ce statut à ces réunions, justement pour échanger avec des gens qui ont déjà ce statut et pour vous faire des points d'actualité. Alors ça peut être sur les accords de libre-échange, ça peut être sur le Brexit, vraiment sur de l'actualité douanière et surtout une sorte de club vous allez pouvoir échanger sur des bonnes pratiques entre vous pour voir un petit peu ce qui est intéressant. Donc, échanger avec des administrations, mais également échanger avec les autres entreprises. Chose très intéressante aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est associé, on travaille beaucoup avec des autres administrations, on ne travaille pas tout seul. On a la possibilité, soit carrément d'associer au moment de l'audit, avec votre autorisation bien sûr, d'autres services de l'État. Ça peut être sur des secteurs sensibles, la DRSD, ça peut être la gendarmerie, ça peut être la DGSI. Ça peut être également l'ANSSI derrière, ou alors vous mettre en relation avec ces services-là. S'il y a des difficultés pour la cybersécurité, etc., on travaille main dans la main avec l'ANSSI et derrière, l'ANSSI peut vous faire un état des lieux, une sorte de bilan aussi sur ces secteurs cyber. Donc voilà, vous avez les documents à remplir, la démarche un petit peu, vous avez le détail sur cette slide. Voilà, donc nous en avons terminé. Alors j'espère qu'on est conscient que c'est beaucoup d'informations, ça a été très dense. J'espère que, voilà, ce que je vous conseille, c'est de prendre, voilà, si vous avez des questions, bien entendu, là, on va pouvoir y répondre. Mais si on n'a pas les réponses, on vous les fera parvenir par la suite. Et puis surtout, derrière, prenez connaissance du PowerPoint, regardez, allez voir un petit peu sur le site Internet s'il y a encore des choses pas claires. Et n'hésitez pas à revenir vers nous ou vers les collègues des autres pôles action économique, bien entendu. Et s'il y a en cas de difficulté, nous, on fera le lien. Donc voilà, nous en avons terminé. Je laisse la parole à… Merci Philippe. Merci Philippe. Oui, merci Philippe, merci Juliette. Il y a 2 questions pour le moment. Donc, la première concerne la tenue des écritures. Est-ce que ça se fait en comptabilité ou est-ce que ça se fait à part? J'imagine que ça concerne les écritures pour les régimes suspensifs. Alors en fait, non, c'est un système de comptabilité matière, donc ça peut être tout à fait relié à votre système de traçabilité que vous avez déjà en interne, en fait. Que ce soit, alors c'est plus sur les écritures douanières, en fait, plus que sur la comptabilité, j'aurais tendance à dire. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ça retrace les entrées sous le… Attends, je le masque, ce sera plus clair. Ça permet vraiment de tracer les entrées sous le régime et les sorties, pour qu'il n'y ait pas de marchandises en fait entre-temps qui s'évanouissent dans la nature, si vous voulez. Le principe, c'est ça, c'est de sauvegarder les droits et taxes qui sont suspendus.
Donc mais là-dessus, on peut regarder avec un peu plus de précision sur des exemples, mais au moment de la délivrance de l'autorisation, ce système de comptabilité matière, il est agréé par le service qui va vous délivrer l'autorisation en fait. Ok, merci Juliette. Une deuxième question qui concerne le mandat de RDE. Doit-il être signé obligatoirement par le représentant légal de l'entreprise? Pour la signature. Le mandat de RDE doit-il être signé obligatoirement par le représentant légal de l'entreprise? Oui, il faut que ce soit quelqu'un qui a un mandat dans l'entreprise, hein, bien entendu, quoi. Donc, voilà, voilà, exactement, soit le représentant légal, soit un mandat, une procuration, par exemple, du établi. Ok. Autre question. Pouvez-vous expliquer le dédouanement centralisé comme avantage concurrentiel? C'est vrai que c'est un élément qu'on n'a pas développé, le dédouanement centralisé, parce que bon, il s'adresse à des sociétés qui font déjà pas mal d'opérations à l'import et à l'export. En fait, c'est un système dans lequel vous pouvez centraliser tout votre déclaratif, donc tout le dépôt des déclarations en douane auprès d'un bureau de douane unique. Pour autant, vos marchandises, elles peuvent arriver ou partir depuis des différents points du territoire français ou éventuellement européen. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on dissocie la présentation physique de la marchandise de la déclaration en douane. Donc, vous pouvez poser toutes vos déclarations en douane, mettons, au bureau de Toulouse-Blagnac. Pour autant, vos marchandises, elles peuvent partir de votre site de production qui va se situer, j'en sais rien, hein, vers Marseille, en Bretagne. Voilà, donc ça sert à ça, en fait, dédouanement centralisé. Donc, ça peut être intéressant, notamment si vous voulez avoir un seul interlocuteur en termes de bureau de douane au niveau du déclaratif. Alors, ça peut être un dédouanement centralisé que vous avez, vous, pour votre entreprise. Vous pouvez aussi bénéficier de l'autorisation de dédouanement centralisé de votre représentant en douane. Ça peut fonctionner aussi. Et si vous passez par des représentants en douane, peut-être que eux, ils centralisent tout le dédouanement sur un bureau avec lequel ils ont une procédure de DCN. Et pour autant, vos marchandises, elles arrivent ou elles partent depuis des sites qui sont situés ailleurs sur le territoire. Quasiment tous les RDE, hein, tous les représentants en douane, quasiment, ont un DCN. Hein, donc, il n'y a pas de difficulté là-dessus. C'est vraiment la dissociation en fait, des flux physiques et déclaratifs. Voilà. Il existe maintenant également au niveau communautaire. Donc là, c'est un peu plus lourd, on en a beaucoup moins. Mais il y a cette possibilité-là aussi au niveau communautaire, hein, avec, sur le même principe, en ayant un bureau de déclaration, par exemple en France, et après la possibilité de faire partir les marchandises depuis l'Espagne, l'Italie ou l'Allemagne. Merci à tous les deux. Alors, une question maintenant qui concerne l'autoliquidation de la TVA. Doit-on faire un dossier d'autoliquidation de TVA par fournisseur ou bien l'autoliquidation est-elle valable pour tous nos fournisseurs hors UE? Alors non, ce sera valable pour toutes vos opérations d'importation en fait, quel que soit votre fournisseur. Une fois que vous avez l'autorisation, en fait, pour pouvoir en bénéficier, il faut que dans la déclaration en douane, vous ou votre déclarant, vous sollicitiez le code autoliquidation. Et dans ces cas-là, la TVA ne sera pas liquidée sur la déclaration. Alors ça, c'est à votre choix. Hein. Est-ce que vous voulez auto-liquider ou vous voulez payer la TVA? Vous pouvez, même si vous avez une autorisation, dans l'absolu, vous avez le droit de ne pas l'utiliser sur certains imports. Bon, ça, c'est vous qui voyez. Mais après, une fois que vous l'avez, elle est utilisable pour toutes vos importations, quel que soit le fournisseur. Voilà, il n'y a pas de restriction là-dessus. Merci Juliette. Une dernière question peut-être. Pouvez-vous expliquer brièvement la différence entre Heure 1 et Heure Med? Alors ça, c'est un petit peu plus technique. Le certificat EUR1, c'est le plus utilisé en fait. Hein. Dans la plupart des accords de libre-échange, comme preuve d'origine, est prévu soit le certificat EUR1, soit la mention sur facture dont on a parlé, apposée par l'exportateur. L'Heure Med, il est utilisé dans les accords qu'on a avec les pays de la Méditerranée en fait. Donc les pays comme le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, l'Égypte, enfin, c'est tous ces pays avec lesquels on a des accords qu'on appelle les accords de type pan-euro-méditerranéen.
Donc, c'est spécifique à ces pays. Mais pour savoir si vous devez utiliser plutôt le UR1 ou plutôt l'ORMED, c'est des critères qui sont assez précis. Donc là, je vous avoue que les détailler là, ça va pas être évident. Mais si vous avez un doute sur un de vos flux à l'export, vous ne savez pas quel certificat utiliser, posez-nous la question et on vous apportera la réponse sans problème. Mais si vous êtes sur des accords pas avec ces pays de la Méditerranée, normalement, l'ORMED n'est pas prévu. Alors, sachez que si quand même, ce qui peut être intéressant, si vous avez un doute, sur le site internet de la douane, le lien qu'on vous a montré dans le diaporama avec la liste de tous les accords et préférences de l'Union européenne, il y a une colonne qui concerne la preuve d'origine applicable. Donc là, vous pouvez savoir pour cet accord-là, qu'est-ce qui s'applique. Donc déjà, si vous avez un doute, ça peut commencer à vous renseigner. Ok, merci Juliette. Donc, encore une fois, vous avez pour l'ensemble des participants, vous avez un certain nombre de contacts là, qui ont été donnés en début et au cours de la présentation. N'hésitez pas, pour chacun de vos cas particuliers, à vous adresser en fait directement donc, à la douane. Le but d'aujourd'hui, c'était aussi un peu de vous donner une overview un peu générale d'un certain nombre de mécanismes, mais après, il faut que vous vous adressiez individuellement. Alors, une nouvelle question là, qui vient d'arriver. Comment les factures pro forma sont-elles traitées par les douanes? Normalement, la facture pro forma, c'est une facture provisoire, enfin, c'est une sorte de devis. C'est vrai qu'au niveau à l'importation, donc la facture est très importante pour déterminer la valeur en douane de votre marchandise. C'est sur cette valeur en douane qu'on applique le taux de douane, donc par exemple 2%, 3%, donc voilà. Donc c'est vrai que c'est une donnée déclarative importante. Et donc normalement, la valeur déclarée dans la déclaration d'importation, c'est la valeur de la facture définitive. Donc normalement, c'est ce document-là qui est attendu au moment de l'importation. Après, c'est ce que disait Philippe tout à l'heure, si au moment de l'importation, c'est pas encore connu, il y a possibilité de régulariser ensuite. Donc ça peut être ce qu'on appelle le système D48 par exemple. Donc c'est voilà, en fait, il y a mise en place d'une garantie et ensuite la déclaration est régularisée. Après, si c'est des éléments plutôt de la valeur qui sont connus qu'en fin d'année, par exemple, là c'est plutôt ce qu'on disait, c'est-à-dire les autorisations de valeur provisoire, les choses comme ça. Mais normalement, voilà, c'est plutôt la facture définitive sur laquelle est établie la valeur en douane à l'importation. Ok, merci Juliette. On a fait le tour des questions qui ont été posées pour le moment. Il nous reste un petit peu de temps, donc si quelqu'un a un autre point à soulever, profitez-en. Pas d'autres questions. Ben, écoutez, si, voilà. Donc, qu'est-ce qui peut justifier des frais de douane facturés à hauteur de 30% de la marchandise déclarée? Les frais de douane, ça va être alors, les frais de douane, si on parle de frais de douane, souvent, c'est vrai qu'il y a une confusion entre les droits de douane et les frais de traitement du dédouanement. Donc, souvent, sous le terme de frais de douane, voilà, ça englobe tout et ça va être, par exemple, votre RDE, votre transporteur va vous facturer. Alors, ça, c'est libre, après, c'est spécial. Hein. Donc, c'est sa prestation, voilà, pour assurer le dédouanement pour vous. Quoi. Donc, ça va être, je pense que ça va correspondre à ça. Après, quant à ça, nous, on n'a pas la main là-dessus, pas nous. On va pouvoir vous dire le montant des droits de douane, comme ça a été expliqué, hein, parce que ça, c'est fixé par l'Union européenne selon la nomenclature de votre produit. Et ça, c'est pas négociable. Mais souvent, c'est vrai que les intermédiaires, même pour les particuliers, on le porte hein, si vous apportez, vous achetez un objet en Chine ou aux États-Unis, votre DHL ou autre, ou FedEx va vous mettre sous l'enveloppe globale frais de douane, il va vous mettre la TVA, les droits de douane, des droits additionnels s'il y a, plus la prestation. Donc, c'est pas tout très transparent. Mais là, malheureusement, ce montant-là, nous, on n'a pas la main dessus. Nous, on pourra vous dire juste sur le volet fiscal. Quoi, Philippe, la personne qui pose la question indique que l'intitulé exact sur la facture est Custom Duty. Ah, alors Custom Duty en anglais, oui, ça correspondrait plutôt à droit de douane, ça, normalement. Donc, il faut vérifier par rapport c'est à vérifier, ouais, parce que non, souvent, ouais, le représentant de douane sur sa facture souvent distingue quand même frais de douane, droit de douane, TVA. Donc, c'est vrai que la partie sur sa prestation, ça relève de la négociation commerciale.
En revanche, voilà, si c'est vraiment des droits de douane, alors ça, simplement en faisant, alors je ne sais pas si c'est des droits de douane à l'importation dans l'UE ou dans un autre pays, mais en fonction du sens, avec les outils qu'on a présentés, RITA ou Access to Market, il y a peut-être moyen de vérifier le taux de droit de douane applicable et si effectivement on est sur du 30%, ce qui paraît quand même, ça paraît élevé. Après, parfois, il y a des droits additionnels qui peuvent être élevés. Après, il peut y avoir de l'anti-dumping ou des droits additionnels qu'il faut monter la facture, mais 30%, ça paraît étonnant. Donc, soit la personne peut utiliser les outils qu'on a mentionnés, effectivement, soit carrément elle rentre en contact avec nous et puis on peut regarder dans le détail, voir si c'est légitime ou pas. Et à ce moment-là, si c'est le RDE qui a abusé. Ok, merci à tous les deux. Une nouvelle question. Pour les carnets ATA, y a-t-il une valeur limite du produit, par exemple 1 million d'euros? Ah. Ça, je vous avoue que je n'ai plus en tête s'il y a des valeurs limites. Alors, c'est vrai que dans la mesure où c'est garanti par la CCI, il y a peut-être des restrictions. Ça, oui, effectivement, ça, c'est peut-être une question à laquelle, si jamais vous avez les coordonnées de la personne qui l'a posée, on peut faire une recherche et lui répondre par écrit à ce moment-là. Oui, bien entendu. Vous allez avoir le récapitulatif de toute façon des questions. Voilà. Donc, je vous avoue que je n'ai pas en tête, mais c'est possible, effectivement. Il y a des chances, oui, parce que comme dit Juliette, comme c'est garanti, voilà, quelque chose à 1 million d'euros, ça paraît quand même étonnant. C'est plus vraiment dans le sens, comme on l'a expliqué tout à l'heure, je vais sur un salon, j'amène du matériel de démonstration, ou alors c'est pour mon matériel informatique qui va me permettre de travailler. Voilà, c'est pour m'assurer. Donc, c'est pour ça que les garanties sont souvent. Ouais, je ne vois pas une CCI prendre quelque chose de garantir sur du gros matériel, quoi. Mais voilà, mais ça on doit se renseigner, on va avec la réponse. Ok, merci beaucoup. Toujours pareil, hein, il nous reste encore 10 minutes potentiellement s'il y a de nouvelles questions. Bon, j'ai l'impression qu'on a peut-être un peu fait le tour. Là, la présentation était vraiment très très riche d'informations. Donc, il faut peut-être que les gens voilà, se l'approprient et reviennent vers vous individuellement. Philippe et Juliette, oui, tout à fait, voilà, que les personnes n'hésitent pas. merci beaucoup à vous. Encore une fois, tous les contacts nécessaires ont été donnés. Donc, je vous encourage à revenir vers nos interlocuteurs voilà, de manière spécifique avec vos propres questions. Comme d'habitude, la session a été enregistrée, donc il y aura sur le site du pôle d'ici quelques jours, ainsi que les matériaux, les slides qui ont été présentés. Merci à tous et je vous souhaite une excellente journée. Très bien. Et puis, du coup, je vous enverrai également peut-être l'invitation pour le 15 décembre. Comme ça, si vous voulez la diffuser également, ça peut être intéressant pour le Brexit. Bien entendu, avec plaisir. Merci à tous. Et merci beaucoup de nous avoir donné la parole également. Hein. C'est toujours très intéressant de pouvoir présenter notre activité. Merci. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.